Les mauvais garçons du faubourg, seconde partie. La clientèle avait certes changé depuis que le faubourg, devenu à la mode, avait fait peau neuve. Le petit café semblait lui continuer à ne compter que de rares habitués. J'eus le privilège de m'y faire accepter dès mon arrivée dans le quartier. Une averse m'avait poussé à m'y abriter, la pluie s'étant faite plus violente, ne me laissant aucune chance de ne pas arriver trempé à l'agence, pourtant toute proche. Ayant perdu lors de visite une bonne dizaine de parapluies, j'en avais abandonné l'usage, préférant me réfugier ainsi au sec en cas de vraie nécessité. Appliquant cette méthode toute personnelle de prospection, je mettais à profit ces instants pour rencontrer les autochtones. En cette fin d'après-midi, je jugeais néanmoins préférable de m'y faire tout petit et de finir de sécher en toute discrétion. Cet orage de début d'été avait duré. Il faisait maintenant presque nuit noire au dehors. À l'intérieur du café, ce fut immédiatement une toute autre ambiance. Des rampes de néon grésillèrent au-dessus de nos têtes pour se stabiliser en une maille de lumière blanche, se substituant aux éclairages doux et chauds qui, il y a quelques secondes encore, enveloppaient l'établissement. Les caprices de la météorologie allaient me permettre d'accéder à un univers qui m'eût été autrement à jamais resté étranger. La salle, qui avait maintenant des allures de foyer socio-culturel, ne resta pas déserte très longtemps. Je m'apprêtais à partir quand le rideau de fer fut baissé de plus d'un tiers de sa hauteur. Je passais pourtant souvent devant chez Moka le soir en quittant l'agence, mais n'avais jamais prêté vraiment attention aux filets de lumière à peine visibles depuis la rue, persuadé que l'établissement fermait à l'heure de la débauche dans les bureaux. Les intempéries me donnaient l'occasion d'aller au-delà des apparences. Il ne devait pas être loin de 18 heures, ce jour-là, quand tout s'accéléra de l'autre côté du miroir. Ceux que je compris très vite être des habitués, à leur façon de se saluer à peine, comme s'ils s'étaient quittés la veille, arrivaient par une petite porte à côté des toilettes. Je devais comprendre plus tard qu'elle s'ouvrait sur la cour commune de l'immeuble. Au dehors, les craquements sinistres du tonnerre couvraient le crépitement de la pluie, qui redoublait de violence. La nature, dans le déchaînement de ses éléments, laissait se produire sous mes yeux de ces petits miracles que l'on sait ne jamais pouvoir raconter, au risque d'en briser la magie. Petit à petit, les chaises autour des tables étaient occupées. En un rituel silencieux, chacun prenait d'abord une tasse sur le comptoir, puis gagnait un siège qui devait lui être attitré. Jamais plus de 3 par table, sur lesquels trônaient maintenant 2 petits coffrets en bois. Le caractère ludique de l'endroit ne prêtait guère plus à confusion. Certain d'occuper la place d'un habitué, j'allais me lever, quand une main ferme me rassit sur mon siège. « Tu vas faire le 3e. Léon nous a lâchés la nuit dernière. » Je ne sus jamais ce que cette expression signifia vraiment. Mais ni ce soir-là, ni plus jamais, le dénommé Léon ne devait reparaître. Ce fut mon premier contact avec le grand Willy. L'homme qui maintenant se tenait assis à ma gauche n'avait pas usurpé sa réputation. Il n'était pas loin d'avoir 2 fois mon âge, mais à son contact, j'oubliais séance tenante mon aversion
pour les jeux de société. Une seule main lui avait suffi pour se saisir du coffret, pourtant d'une taille respectable. Il ne me serait pas venu à l'esprit de quitter la partie, même si celle-ci n'avait pas encore commencé. La vision des petites plaquettes de bois incrustées de nacre, sorties des boîtes, fut d'abord de nature à me rassurer. Des dominos, un jeu à la portée d'un enfant. Un premier doute me saisit devant le nombre impressionnant de pièces mises à disposition pour 3 joueurs seulement. Mes illusions s'envolèrent définitivement en constatant que les dominos vierges de toutes inscriptions n'avaient que l'apparence des doubles blancs habituels. Ils présentaient en effet sur leurs tranches d'étranges petites inscriptions. J'enviais presque le sort du vieux Léon que ces petites tablettes, qui pouvaient donc aussi s'empiler pour jouer dans les 3 dimensions de l'espace, n'empêcheraient visiblement plus de dormir. Je l'avais imaginé à l'image de mes compagnons, dont la moyenne d'âge devait allègrement flirter avec les 80 printemps. Je n'ai encore à ce jour saisi toutes les subtilités de ce jeu, dont les parties pouvaient durer des heures, pour reprendre même parfois le lendemain. La minutie avec laquelle mon voisin de gauche comptait et transcrivait les points me fascinait. Son écriture était d'une extrême finesse, presque excessive, comme motivée par l'économie de la mine de plomb et du papier même. Monsieur François, Francesco pour l'état civil, nous faisait face, muet, donnant le là à cette vénérable assemblée d'anciens. Il n'y eut jamais d'annonce à haute voix, ni de manifestation de joie, pas plus que de mécontentement. Tous s'exprimaient par petits gestes discrets ou par les coups répétés de l'angle d'un domino frappant doucement le dessous du plateau de la table. Il était évident qu'ils avaient une longue habitude de ce langage codé, venu pallier une obligation de silence sans qu'ils aient eu la nécessité d'endosser la bure d'un moine trappiste. Une sombre réalité s'imposait à moi, à mesure que je regardais ces charmants petits vieux immobiles, animés d'une gestuelle qui aurait dérouté plus d'un commissaire-priseur. J'avais devant moi la fine fleur de la voyoucratie parisienne du siècle dernier, en chemisette à manches courtes, laissant apparaître en filigrane des marcelles d'un âge révolu. J'étais perdu, au milieu d'une assemblée de retraités du crime. Enfin, tout au moins, je l'espérais. Parmi ces augustes anciens, certains avaient dû, il ne pouvait en être autrement, rester dans le droit chemin. Les deux là-bas, par exemple, près de la réserve, un peu à l'écart, en costume clair impeccable, sans faux plis, avaient l'air de parfaits honnêtes hommes. D'ailleurs, ils se faisaient face, mais ne jouaient pas, absorbés dans la lecture de leur journal respectif. Monsieur Willy avait remarqué, sinon ma perplexité, tout au moins mon air inquiet. Il ne tarda pas à m'affranchir. Data di fata et cocodrillo, m'avait-il dit d'un air contrit, dodelinant de la tête en direction des 2 compères. Le second, ayant senti que je l'observais, me fixait maintenant. Un geste de dénégation du grand Willy suffit à lui faire reprendre sa lecture. Le sobriquet de doigt de fée était assez explicite. Mes crocodiles. Je devais apprendre beaucoup plus tard que Cocodrillo était simplement un braqueur au grand cœur, un garçon trop sensible à l'alarme facile. Au fil des manches, le grand Willy semblait m'avoir pris en affection. Nous étions la seule table parlante de la soirée. Mon métier, ma vie, mon travail, mes amis, mon boulot, mes amours,
Il avait l'art de me faire parler, se contentant de relancer savamment la conversation de quelques mots-clés et questions ouvertes. Il aurait été parfait pour animer un séminaire immobilier sur la découverte client. Les tables alentour n'en perdaient pas une miette. Était-ce mon activité d'agent immobilier qui les interrogeait, ou le fait que je n'ai été encore rentier à mon âge? Il était 19h30 quand M. Willy se leva. Je me souviens de l'heure avec précision, car je profitais de cette pause pour rassurer Dieu, qui depuis son bureau directorial m'adressait des messages, s'inquiétant de mon absence. Ne trouvant pas les bons mots pour lui avouer que j'étais en train de jouer sur mon temps de travail au domino avec des gangsters dans un tripot clandestin du faubourg, je me fendis d'un « ne peut parler, vous explique demain, pas de problème », qui, je le savais, allait immanquablement m'en causer le lendemain matin. Willy était de retour, accompagné de l'homme à l'allure élancée, les cheveux blancs impeccablement ramenés en arrière, qui était venu à notre table à plusieurs reprises nous servir le café. Monsieur Raffinato, qui répondait aussi au doux surnom de Belle de Jour, avait assuré le service, quittant sans un mot régulièrement son jeu pour se saisir de la casserole posée sur le comptoir à son intention. Il la promenait ensuite dangereusement parmi les convives, pour en verser le contenu brûlant d'un noir épais dans chacune des tasses, avec une dextérité qui forçait le respect. Monsieur Willy servit d'entremetteur. Raffinato avait un service à me demander. Belle de Jour avait tiré une chaise et pris place à notre table, visiblement un peu gêné. Il n'ose pas t'en parler, mais il souhaiterait que tu t'occupes de sa petite sœur. La gorgée de Robusta, que je n'avais pas encore pu me résoudre à avaler, tant il était corsé, faillit m'étouffer. Ce fut mon premier contrat.